Le génocide perpétré par le régime israélien à Gaza se poursuit de manière incessante, entraînant la mort de nombreux Palestiniens. Depuis l'aube, de nouvelles attaques ont été lancées contre la bande assiégée, exacerbant une situation déjà tragique. Au nord de la ville de Gaza, 14 personnes ont été tuées lorsqu'une maison a été ciblée par les frappes aériennes. D'autres quartiers de la ville ont également été touchés par des attaques similaires, augmentant le nombre de victimes innocentes. Dans le sud de la bande de Gaza, près de Rafah, une personne a perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés lorsque les forces israéliennes ont ouvert le feu sur des civils cherchant de l'aide. À Khan Younes, 3 Palestiniens ont également été tués lors d'un bombardement illustrant l'ampleur de la violence qui sévit dans la région. Depuis octobre 2023, le bilan tragique des pertes humaines causées par le génocide à Gaza a dépassé les 64 600 morts, tandis que plus de 163 500 personnes ont été blessées. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a fermement condamné les frappes aériennes mortelles menées par Israël sur Doha, la capitale du Qatar, visant des dirigeants du Hamas. La délégation qatari, dirigée par le Premier ministre, a qualifié cette agression israélienne de tentative de compromettre les efforts de médiation en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Lors de la réunion du 11 septembre, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, le cheikh Mohammed Al-Thani, ont accusé Israël de mettre en péril la stabilité régionale et de saper les perspectives de paix. Il a réaffirmé l'engagement de Doha à poursuivre ses efforts humanitaires et diplomatiques pour prévenir les violences, tout en avertissant qu'aucune nouvelle violation de sa sécurité et de sa souveraineté ne serait tolérée. Il a ajouté que le Conseil de sécurité portait une responsabilité historique majeure, avertissant que le silence face aux crimes israéliens risquerait d'éroder sa crédibilité sur la scène internationale. D'abord, alors l'attaque israélienne contre le bureau politique du Hamas à Doha au Qatar a été en effet perpétrée en coordination totale avec les États-Unis. Les États-Unis ont prétendu avoir été informés seulement 10 minutes avant l'attaque, mais des révélations se sont multipliées ces derniers jours, en effet, prouvant le contraire. Donc, là, cette attaque, il faut la mettre dans le contexte des évolutions régionales, à savoir la tentative, d'une part, de l'entité d'occupation de mettre à exécution son projet dit de Grand Israël, d'imposer son hégémonie régionale, et cela prouve que le régime de Tel Aviv, en effet, a franchi toutes les lignes rouges au détriment du droit international et en violant la souveraineté nationale, en l'occurrence du Qatar, qui est un allié régional des États-Unis. La question qui se pose, c'est de savoir pourquoi les États-Unis n'ont pas activé leurs missiles dans la base aérienne d'Al-Udeid, la plus grande base militaire américaine en Asie occidentale, pour intercepter justement alors les missiles israéliens. Donc là, le constat est clair. Et cette fameuse formule qu'on dit que alors c'est plus facile d'être
l'ennemi. C'est moins en effet coûteux d'être l'ennemi des États-Unis que d'être en effet leur ami. Et aujourd'hui, justement, le Qatar a payé un prix cher. Le Qatar, qui a en effet prétendu avoir obtenu des garanties sécuritaires et économiques de la part des États-Unis contre, d'une part, ce projet controversé de normalisation des relations avec une entité criminelle, et d'autre part, d'avoir abrité des bases américaines, des troupes américaines sur son territoire. Aujourd'hui, on arrive, et c'est là justement cette épreuve de vérité, cette évidence que pour les États-Unis, en effet, là, aucun allié, c'est-à-dire que les États-Unis sont prêts à sacrifier tous leurs alliés, en effet, pour sauver en quelque sorte ce fardeau qui s'appelle l'entité sioniste. Donc là, on assiste non seulement en effet à un mensonge, mais plutôt à un double jeu, plutôt à un discours ambivalent de la part de l'administration américaine qui, d'une part, tente de contrôler en effet les dégâts de son allié régional, à savoir le Qatar, et d'autre part, mais là l'enjeu principal, c'est en effet de servir les intérêts de l'entité criminelle, et cela en effet porte un message clair à tous les pays de la région qu'il faudrait en effet ce que demande la République islamique d'Iran, il faudrait une action collective concrète pour faire cesser en effet les atrocités et les velléités expansionnistes coloniales de l'entité israélienne dans la région. Le leader du mouvement yéménite Ansar Allah a qualifié de crime du siècle les atrocités commises par Israël à Gaza, avertissant que les États-Unis sont pleinement complices d'un plan plus vaste visant à étendre le contrôle israélien sur la région. Al-Houssi a qualifié du crime du siècle les atrocités commises par Israël au cours de sa guerre qui dure depuis plus de 700 jours. Durant cette période, l'ennemi israélien a tué plus de 20 000 enfants et 12 500 femmes. Il a également anéanti plus de 2700 familles, a-t-il déploré. Sayed Abdelmalek Al-Houssi a averti qu'Israël cherchait non seulement à prendre le contrôle total de la Palestine, mais aussi à étendre son influence au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Égypte et en Irak. Il a indiqué que le régime sioniste continue de détruire des bâtiments résidentiels en utilisant des bombes et des bulldozers américains. De même, a-t-il ajouté, Israël cible les infrastructures de communication afin d'empêcher la diffusion de l'information sur ces crimes et sur leur ampleur. Il a déclaré que Washington considérait la création d'un grand Israël comme une mission sacrée, fournissant à la fois des armes et une couverture politique à ce qu'il a qualifié de crime de guerre sans précédent. Le leader d'Ansar Allah a également condamné l'attaque israélienne contre le Qatar, la jugeant contraire à la souveraineté des nations et au droit international. Il a déclaré que le Yémen continuerait de cibler Israël par des frappes de missiles et de drones en réponse à l'agression en cours. Des factions de la résistance palestinienne en Cisjordanie ont attaqué un véhicule militaire israélien, blessant plusieurs soldats. Lors d'une opération conjointe, les combattants des brigades Rotz et Qassam ont fait exploser une bombe de type Shuja 1 au passage du véhicule blindé près d'un point de passage à Tulkarem. L'explosion a détruit le véhicule et contraint les hélicoptères israéliens à évacuer les blessés. Les médias israéliens ont confirmé qu'un véhicule blindé Tigre avait été endommagé. Suite à l'explosion, les forces d'occupation ont assiégé Tulkarem et lancé des raids de grande envergure dans la ville. Les forces d'occupation israéliennes ont arrêté plus d'une centaine de Palestiniens à la suite de l'opération. Le Hamas a salué l'opération comme étant un acte héroïque. Le mouvement de résistance a déclaré que l'opération démontrait l'échec de la campagne génocidaire israélienne menée en Cisjordanie occupée et dans ses camps de réfugiés depuis plusieurs mois. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a fermement condamné les frappes aériennes mortelles menées par Israël sur Doha, la capitale du Qatar, visant des dirigeants du Hamas. La délégation qatari, dirigée par le Premier ministre, a qualifié cette agression israélienne de tentative de compromettre
les efforts de médiation en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Lors de la réunion du 11 septembre, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, le cheikh Mohammed Al-Thani, ont accusé Israël de mettre en péril la stabilité régionale et de saper les perspectives de paix. Il a réaffirmé l'engagement de Doha à poursuivre ses efforts humanitaires et diplomatiques pour prévenir les violences, tout en avertissant qu'aucune nouvelle violation de sa sécurité et de sa souveraineté ne serait tolérée. Il a ajouté que le Conseil de sécurité portait une responsabilité historique majeure, avertissant que le silence face aux crimes israéliens risquerait d'éroder sa crédibilité sur la scène internationale. Les Yéménites ont de nouveau organisé un rassemblement de masse à Saada, ville du nord du pays, pour réaffirmer leur solidarité avec les Palestiniens et condamner les attaques israéliennes répétées contre leur pays. Les manifestants portaient des drapeaux yéménites et palestiniens et scandaient des slogans condamnant les crimes israéliens à Gaza, ainsi que l'agression israélienne contre le Yémen. Ils ont également exprimé leur soutien aux forces armées yéménites dans leurs opérations anti-israéliennes. Les Yéménites organisent des rassemblements pro-palestiniens presque tous les vendredis depuis le début en octobre 2023 du génocide à Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé jeudi la signature d'un accord visant à étendre les colonies de peuplement dans le cadre du plan dit E1 qui prévoit de diviser la Cisjordanie occupée en deux. Lors d'une conférence de presse tenue dans la colonie de Mal Adumim, à l'est de Rhodes, Netanyahou a dit avoir signé cet accord avec plusieurs chefs de conseil des colonies de la région afin d'en permettre l'expansion. Ce projet ambitieux qui prévoit la construction de milliers d'unités de logements à Mal Adumim et dans ses environs vise à diviser la Cisjordanie en deux en interrompant les liaisons entre ces villes du nord et du sud tout en isolant Rhodes-Est. Les Palestiniens dénoncent ce plan qu'ils considèrent comme faisant partie de la vision de Netanyahou d'un grand Israël, estimant qu'il consoliderait l'occupation et compromettrait toute perspective d'un État palestinien. Cette décision s'inscrit dans un contexte marqué par la montée des violences de colons israéliens contre les Palestiniens, violences impunies et dans un climat de tension croissante. Parallèlement, le régime israélien a rappelé 60 000 réservistes pour renforcer ses troupes et préparer une nouvelle offensive militaire visant à occuper la ville de Gaza. Le projet E1, surnommé la colonie la plus dangereuse par le quotidien israélien Haaretz, continue de susciter de fortes pressions internationales depuis les années 1990. Sous l'administration Trump, les États-Unis ont approuvé leur soutien au projet, ouvrant la voie à une politique israélienne de plus en plus agressive en Cisjordanie. L'ONU a pour sa part averti que l'expansion continue des colonies menaçait la viabilité de la solution à deux États et exacerberait le conflit israélo-palestinien. En juillet 2024, la Cour internationale de justice CIJ a rendu un avis historique déclarant illégale l'occupation israélienne des territoires palestiniens et exigeant l'évacuation des colonies, y compris celles de Cisjordanie et de Rhodes-Est. Cette décision fait écho aux nombreux avertissements de l'ONU concernant l'impact destructeur de la colonisation sur la paix et la stabilité de la région. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a exhorté le parti au pouvoir à se préparer à prendre les armes en cas d'attaque des États-Unis contre le Venezuela. Il s'exprimait lors de la cérémonie de clôture du congrès du Parti socialiste unifié du Venezuela, appelant à l'unité, à la force et à la préparation maximale face aux menaces américaines. Les tensions se sont accrues entre Caracas et Washington après le déploiement de navires de guerre américains dans le sud des Caraïbes dans le cadre de ce que Washington appelle une opération intensive de lutte contre le trafic de stupéfiants. Le 2 septembre, les États-Unis ont mené une attaque meurtrière contre une vedette rapide
en provenance du Venezuela dans les eaux internationales. Caracas a affirmé qu'aucune des victimes n'était un trafiquant de drogue ou membre de gang, qualifiant l'incident de meurtre. Le Brésil affirme ne pas se laisser intimider par les menaces américaines suite à un commentaire de Washington concernant une décision de justice brésilienne visant l'ancien président Jair Bolsonaro. Le ministère brésilien des Affaires étrangères a réagi en soulignant que les déclarations du secrétaire d'État américain ne prenaient pas en compte les faits et les preuves solides présentées lors du procès. L'ancien président brésilien a été reconnu coupable d'avoir fomenté un coup d'État pour se maintenir au pouvoir après avoir perdu les élections de 2020-2022. Il a été condamné à plus de 27 ans de prison. Suite à ce jugement, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que Washington réagirait en conséquence, qualifiant le procès de Bolsonaro de chasse aux sorcières. Bolsonaro était un proche allié de Donald Trump durant son mandat au Brésil. Trump avait déjà critiqué l'affaire Bolsonaro et l'avait utilisé comme justification pour imposer des droits de douane de 50% sur les importations brésiliennes.